En 2019, je me suis blessé pour la première fois de ma vie en faisant du sport. La première fois que j'ai rencontré David Girardet, au début de cette même année, c'était lors d'un entraînement de groupe auquel je participais pour la première fois avec un ami. En plus d'être grand et fin, David dégageait une impression de facilité dans ses foulées qui était juste déconcertante. Je me rendais pas encore compte du niveau du personnage. C'est quelqu'un de très modeste, mais très méticuleux dans sa préparation sportive. Ses nombreuses victoires sont là pour en témoigner. Si la course à pied fait aujourd'hui partie intégrante de son quotidien, son amour pour ce sport n'était pas acquis dans son enfance. Il le reconnaît lui-même, il est passé de cancre de la classe à celui qui était choisi en premier quand ils organisaient des jeux. La course à pied lui a permis de canaliser son surplus d'énergie et grâce à un certain talent de base, il a rapidement commencé à avoir ses premiers résultats. Aujourd'hui, il vit sa passion au quotidien. Et il la partage notamment avec un groupe d'amateurs avec lequel il s'entraîne régulièrement. Il a toujours eu à cœur de partager son expérience, et même si la course à pied est un sport individuel, il a réussi à rendre sa pratique conviviale dans ce groupe. Aujourd'hui, je lui tends le micro pour qu'il nous parle de qui il est, mais également d'un défi dans lequel il s'est lancé il y a quelques jours, à savoir celui de relier Fribourg à Marseille en moins de 24 heures. C'est aussi l'occasion d'évoquer une partie de son parcours personnel, sa famille, et sur ceux qui continuent à le faire courir, et également de revenir sur les débuts de l'aventure Super Hugo et ce qui a servi de prémisse au podcast Au-delà du mur. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder des sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille, ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Merci beaucoup David pour le temps consacré. Avec plaisir. C'est vraiment génial. En 2019, on a commencé l'aventure ensemble. Le début des discussions justement sur quoi faire pour aider les coureurs amateurs, les encourager avec la chaîne YouTube. Donc tu es mon premier partenaire du début et pourtant ça fait 20 épisodes qui ont été publiés aujourd'hui et c'est seulement maintenant que on prend le temps de discuter, donc encore merci. Et merci d'ailleurs pour ta disponibilité à chaque fois que je t'ai parlé d'une idée, même si elle était loufoque. Aujourd'hui, on se voit déjà pour parler un peu de ton histoire, prendre le temps de parler de ton histoire, mais aussi de parler d'un défi dans lequel tu vas te lancer dans 5 jours. Tu auras l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, déjà en préambule, le grand David Girardet, grand à tous les sens du terme, tu as quand même un certain palmarès. Qui tu es, d'où est-ce que tu viens? Moi, je suis né à Nyon. J'ai fait mes 11 premières années à Nyon. Après, j'ai fait les 11 suivantes à Yverdon. Et puis après, j'ai atterri ici et j'ai repris le magasin qui était anciennement Bercé Sport en 2002. Et puis sinon, j'ai commencé le sport, j'ai toujours fait un petit peu de sport depuis tout petit, mais pas beaucoup. Je faisais de la natation, un peu de ski, mais comme chaque enfant, quoi. J'étais pas tellement passionné de sport. Des fois, il fallait me tirer à la natation, bien au sport, c'était pas moi. Je jouais beaucoup dehors, mais j'étais pas quelqu'un qui qui faisait beaucoup de sport, quoi. Qui c'est qui t'a amené ou qu'est-ce qui t'a amené à la course à pied? Disons, jusqu'à 13-14 ans, j'étais plus nul à l'école en sport, quoi. J'étais souvent le plus nul, j'étais celui qu'on tire en dernier les équipes. Puis après, j'ai commencé à courir parce que je voulais faire l'armée. Puis au début, je voulais garder à l'armée. Et puis, je savais qu'il fallait quand même avoir un bon physique de base. Donc, je me suis mis à courir. Puis là, j'allais courir presque tous les jours. D'ailleurs, souvent, je connaissais rien. Jour après jour, j'arrivais moins bien descendre les escaliers. Ouais.
Ah. Et puis après, je suis passé justement du plus nul de ma classe à celui qu'on tirait en premier des équipes, quoi. Mm. Et puis j'ai eu le prix aussi de sport en dernière année scolaire. Mais j'ai tout de suite, ouais, j'ai commencé assez rapidement à faire beaucoup, quoi. Mhm. Et puis je faisais aussi un peu de tennis de table. Et puis après, ben, j'ai fait la course à pied. Je me suis mis au VTT. Bon, VTT, le problème c'est que je suis pas très téméraire, donc j'allais bien monter, mais en descente, je me faisais laminer, donc ça me stressait et tout. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais marre de me faire dépasser en descente pour l'effort physique que je m'étais en montée. Donc VTT, après j'ai fait un peu moins, puis je faisais l'aviron à côté. Je faisais aussi la course à pied, puis après du coup, ben, j'ai fait un triathlon, puis j'ai gagné le premier triathlon que j'ai fait à Port-Alban. Bon, il se fait plus triathlon. Ben, c'est clair, quand on gagne et puis on a 15, quand on a 16, 17 ans, ben, quoi, je crois que je vais avoir 17 ans, c'est assez motivant. Donc, du coup, après, je me suis mis un peu plus au triathlon. Et puis, c'est là que tout a commencé. Et puis, entre deux, j'ai eu la mort d'un cousin qui m'est pas mal affecté. Donc, j'ai aussi pas mal d'énergie à mettre et puis tu vois, à sortir. Mhm. Donc, un peu de rage à sortir. Donc, puis j'ai fait ça un peu avec le sport. Puis, c'est clair que c'est quelque part, ça te donne quand tu commences à faire des résultats, et puis tout s'enchaîne, tu prends confiance, tu as aussi du plaisir, tu es un peu mis en avant. Donc c'est clair que à cet âge-là, c'est assez valorisant. Quand tu es en pleine adolescence, pour moi, c'était sympa, quoi. Sinon, à l'école, à l'école, pour moi, c'était pas facile. Déjà, quand j'ai commencé en enfantine, j'ai eu une prof, mon plus vieux toncle, il l'avait eu. Donc elle était un peu aigrie. Elle m'a déjà dégoûté de l'école en enfantine. Donc, j'ai un peu mal commencé. Puis vu que j'avais beaucoup d'énergie, puis j'ai quand même pas mal de caractère, alors c'est ce qu'il faut aussi pour ça que le sport ça se passe bien. Ben, c'est clair que pour moi à l'école c'était assez compliqué, quoi. Mais après, ben, c'est clair, quand j'ai commencé le sport, je suis passé aussi de l'élève le plus. Ce qui était aussi un peu celui qui embêtait, qui faisait beaucoup trop d'énergie, qui était souvent derrière, quoi, derrière la porte ou comme ça. À l'élève, ben, j'ai eu le prix de civisme. D'ailleurs, le prof qui me détestait le plus, il a dû me remettre le prix. Parce que sur les 60 élèves, eh ben, j'ai eu le prix de civisme, quoi. Parce qu'en fait aussi, il y avait 100 francs pour. Celui qui avait le prix de civisme, il avait 100 francs. Puis moi, je voulais aller au Paléo. Puis ça me payait l'abonnement du Paléo. Donc, je suis passé de 6 de moyenne à 9,8 sur 10, passé sur 10 sur vous. Et puis ben, j'ai eu le prix de civisme. Et puis le prof qui me mettait tout le temps dehors, ben, il m'a dû me donner le prix. Puis ce qui était rigolo, c'est que vers la fin, il disait, bah voyez, on peut changer. Il me prenait comme exemple, quoi. Puis moi, je voulais juste le prix, je voulais juste les 100 balles, quoi. Mais en fin de compte, le fait d'avoir commencé, il y a eu plusieurs choses. Le fait d'avoir commencé la course à pied, puis de commencer le sport, ben, ça m'a aussi canalisé avec l'énergie que j'avais en trop. Et puis après, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup. Ouais. C'est un excellent témoignage pour les parents qui nous écoutent et qui ont des enfants turbulents. L'idée, c'est justement du coup de les lancer dehors et puis de faire en sorte qu'ils se dépensent. Et la course à pied, cet effet-là justement de canaliser l'attention et puis de canaliser sur un objectif. Ouais, ou n'importe quel sport, quoi. Mais Oui. le pire truc, c'est de rester sur les écrans, parce que Mm. au niveau du cerveau, ceux qui sont déjà un peu nerveux, un peu bileux, ou un peu qui ont trop d'énergie et tout, ça les stimule encore plus. Donc Mhm. c'est clair qu'il faut qu'il a ce maximum de se dépenser dehors, de n'importe quel sport, pas que la course à pied, hein, mais c'est clair qu'il faut le plus bouger possible, quoi. Et là, maintenant, tu es papa de deux grands garçons, dont un qui approche de la majorité. Enfin, ils ont quasiment le même âge, je crois. Ouais, ils en ont des différences. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça leur apporte, tu penses, le fait de faire du sport? Alors, ils font les deux, ils sont assez multisports, mais ils font les deux de la course à pied. Bah ouais, en fait, ils ont fait du tennis, du kickboxing, du triathlon, ils ont fait un peu tous les sports. Et puis maintenant, ils sont un petit peu, c'est rigolo parce qu'en général, les jeunes, ils arrêtent à l'adolescence. Mais eux, ils sont mis dans le sport que je pratique à l'adolescence. Donc, c'est un peu. Pour moi, je trouve ça chouette parce que bon, je ne les ai jamais poussés. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est surtout qu'ils fassent quelque chose. C'était pas la compétition, mais c'est qu'ils fassent quelque chose. Déjà qu'ils sachent nager parce que niveau sécurité, c'est important. Et puis après, ben, je leur faisais des sports de coordination parce qu'une fois qu'on a la coordination, après, on est bon partout. Puis ça fait aussi travailler le cerveau. Donc, pour moi, c'était important qu'ils fassent ça. Et puis. Après, ben, c'est qu'ils bougent, quoi, qu'ils fassent quelque chose, quoi. Donc, et puis qu'ils aient une passion. Et puis là, ben, ils sont venus à la course à pied comme ça, quoi. Donc, après, je sais pas si en regardant ce que je fais ou bien je sais pas. Moi, de toute façon, ils aiment pas trop. Voilà, ils sont des adolescents, mais c'est chouette parce que maintenant, justement, ils font du sport. Puis eux, ça leur fait du bien, ça les canalise aussi. L'aventure Trilogie Sport, tu nous en as parlé un petit peu au début. Comment ça s'est construit? Comment c'est arrivé à toi? Quand tu as commencé à gagner les courses, c'était une opportunité qui t'est arrivée comme ça dessus ou tu t'es dit non, il faut absolument que je reprenne un magasin de sport? Ben, ça s'est passé comme ça. En fait, c'est que j'étais en équipe de triathlon, duathlon, triathlon. Et puis l'hiver, souvent, je bossais pour payer un peu ma saison. Et puis là, une fois, il y a Complex qui m'a demandé d'aller bosser pour eux pour faire
le cobaye, quoi. Il y avait un salon. Et puis, il y a Corbin, maintenant c'est Morat, hein, à Épalinges, qui m'a demandé si je voulais venir travailler pour lui. Et puis, je suis allé travailler pour lui quelques mois, dans le même magasin un peu que ce que j'ai maintenant. Il filmait aussi. C'était un des premiers, c'était le premier en Suisse à faire des analyses. Et puis, j'ai bossé chez lui. Et le truc, c'est qu'il m'avait promis, il m'a parlé de me remettre son magasin. Mais entre deux, j'ai appris qu'elle avait aussi parlé à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, et puis après, j'ai appris que justement, BRC Sport, ils allaient arrêter. Et, du coup, ben, c'est comme ça que je suis arrivé là. C'est que j'étais discuté avec les BRC. Et puis ben, j'ai repris leur magasin, qui était moins compliqué justement parce que je ne savais pas vraiment où j'en étais avec tout ça. Donc, ça était plus simple de venir ici. Et puis du coup, ben, c'est comme ça que j'ai atterri là, quoi. Et après, ben, BRC, il faisait un peu de foot, mais il était quand même bien axé sur course à pied, donc j'ai un peu relancé ça, et puis après je me suis mis vraiment que course à pied, spécialisé exclusivement là-dedans. Ouais. Tu parlais de l'analyse de la vidéo, enfin l'analyse de la foulée en vidéo. Alors c'est vrai que c'est une pratique qui a l'air de se répandre de plus en plus. Alors je sais pas qui c'est qui fait le mieux, mais c'est vrai que c'est assez avant-gardiste. Et puis il y a des gens qui viennent encore, j'imagine, de loin à la ronde pour se faire filmer sur le tapis. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Bah, c'est-à-dire on a une plaque pour déjà pour voir un peu les pieds. Bon, on n'utilise pas tout le temps parce que c'est pas le plus important. Ce qui est vraiment important, c'est où on filme pour voir justement les appuis, si la personne est en pronation, en supination, un peu comme elle court. Et en fonction de ce qu'on voit, bon, on préconisera tel type de chaussures ou tel type de chaussures pour justement qu'il soit bien dans l'axe. Parce que vu que la course à pied, c'est un mouvement qui est répétitif, puis il y a 3 fois le poids du corps. Si on est un peu trop à l'intérieur ou trop à l'extérieur, on est mal réglé, ben, ça peut avoir une incidence après sur les articulations. Il y a des gens qui disent maintenant, alors il y a eu plusieurs écoles, il y a plusieurs écoles au niveau des chaussures, hein. Il y a des minimalistes, maximalistes avec des immenses semelles. D'ailleurs, c'est un peu la course à l'armement. Et puis il y a des gens qui disent que le fait d'avoir une semelle justement qui compense trop la pronation, la supination, ça a tendance à affaiblir la musculation et du coup à augmenter le risque de blessure. Ouais, il y a eu tout plein de choses, hein. C'est-à-dire, si on peut schématiser ça comme ça, dans les années 90, avec Nike et tout ça, ces coussins d'air, il n'y avait que de l'amorti, hein, c'était du maximaliste. Après, dans les années 2000, on était vraiment beaucoup poussé sur tout ce qui était stabilité. Après, dans les années 2010, c'était le minimaliste qui est arrivé. Donc, on a des cycles de 10 ans. Et puis là, on est en 2020 et puis on repart sur un cycle de maximaliste, quoi. Donc, en fin de compte, tout ça, c'est des modes. Derrière tout ça, il y a des théories. Ces théories, elles sont justes. Mais pour certaines théories, elles ne sont pas applicables, ou elles sont difficilement applicables, ou elles sont applicables peut-être pour certaines, pas d'autres. Mais en fin de compte, moi, ce que j'ai remarqué dans ces 21 dernières années que j'ai le magasin, c'est que ce qui marche, c'est toujours ce qui a toujours été la même chose. Et puis, il y a des petites évolutions, mais quand il y a des révolutions, c'est pour la poubelle. Après, ce qu'il faut savoir, il y en a qui parlent d'avant, puis derrière, puis les minimalistes et tout ça. Je dirais le seul truc qui est vraiment hyper important en course à pied, c'est de faire des petits pas, la cadence, et essayer de ne pas faire de bruit. Parce qu'automatiquement, si tu fais pas de bruit, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de freinage. Et puis, c'est la foulée pour ta morphologie. Mais après, c'est clair que quand tu es avant-pied, ben, tu vas travailler plus le mollet. Mais tu peux être plus facile d'être plus souple. Mais il faut savoir qu'en course à pied, ben, on travaille déjà beaucoup le mollet. Et puis, c'est un petit muscle. Donc, c'est toujours, il faut trouver le bon équilibre. Et moi, même moi, dans ma foulée, en fonction de comme je me sens, j'alterne les techniques. C'est-à-dire, ben, si je suis bien et puis que mon mollet est bien et que je vais vite et que je vais faire des séries, ben, je vais être plus sur l'avant du pied, ou en montée, je vais être plus sur l'avant du pied. Et si je vais faire des longs footings tranquilles, puis je sens que je mollet est un peu dur, ben, je vais poser un peu plus le talon, mais toujours en essayant de garder une certaine souplesse et pas trop taper et garder une certaine cadence, quoi. Mais après, maximaliste, minimaliste, minimaliste, c'est juste, mais le problème au niveau de l'application, vu qu'on a beaucoup de béton et puis on a beaucoup de forêts qui ont beaucoup de caillasses, c'est dur à appliquer. Et puis qu'on a un mode de vie trop sédentaire, je pense que, moi je connais un Madagascar qui venait là et qui courait pieds nus, mais il court dans la terre rouge. Mais ici, il a dû mettre des chaussures, quoi. Mais lui, il court déjà depuis tout petit, il n'a pas de véhicule, donc il fait 20 km depuis tout petit, donc son corps est formé, il est bien dans l'axe, il n'a pas de surpoids, parce qu'en fin de compte, ces théories sont justes, mais il faut que tout joue. Oui, Et oui. puis le problème, c'est qu'avec notre mode occidental et puis avec notre aménagement, les aménagements qu'on a dans nos pays, là, c'est un peu compliqué d'avoir du minimaliste. C'est pas, la théorie, elle est juste, hein. Il l'avait déjà sorti dans les années 2000. Là, ils ont repris les théories, puis souvent, même l'étude, ils l'ont mis copier-coller. Ouais. Donc, c'est pas nouveau, hein. Oui, Et puis, il oui. y en a un qui surfe là-dessus du bois. Avec ça, il se fait de l'argent depuis des années. Mais en fin de compte, ce qu'il dit, c'est juste, mais l'application, c'est très complexe, quoi.
Et après, maximaliste, c'est pas bon non plus. C'est clair, si on supporte le plus ferme, on arrive à être plus souple avec du plus ferme, c'est mieux. Mais quitte à aller à du minimaliste, il y a encore un grand chemin, quoi. Comme tu dis, c'est un alignement et puis c'est peut-être quelque chose de progressif. Donc c'est quelque chose vers lequel on peut tendre, mais pas du jour au lendemain. Et puis ça implique quand même de pas partir de son canapé, être quelqu'un de sédentaire et puis se dire bon bah c'est parti, je vais commencer à courir avec mes 120 kilos en Non. minimaliste et puis tout va bien se passer, Mais quoi. le problème, c'est qu'avec ces théories minimalistes, il y a beaucoup de dégâts qui se font, quoi. Parce qu'au début, c'est clair que ça aide, parce que ça forcément on change quelque chose. Donc quand on change quelque chose, ça va aider peut-être pour une autre chose, Mhm. mais à long terme, on va quand même se briquer, quoi. Mhm. Puis même en faisant progressif, euh, c'est très rare qu'une personne y arrive, quoi. Mhm. Ouais. De ce que je connais, de ce que je vois, et puis ce qui se passe, on a déjà un mode de vie trop sédentaire, ça veut dire que c'est sur des années et des années, quoi. On Mhm. peut pas, même en 2 3 ans, y arriver. Ouais, bien sûr. Ou bien alors on peut arriver, c'est clair qu'on peut courir en minimaliste, mais on peut pas faire des longues distances, on peut pas faire des gros volumes. On pourrait courir en minimaliste 2 fois par semaine en allant progressif, et puis en faisant juste 2 fois par semaine, oui, ou courir pieds nus, il y en a qui le font, puis que ça va très bien, mais ça dépend tout le volume qu'on fait, ce qu'on fait, et puis c'est pour ça que c'est compliqué ces théories, parce que pour pouvoir les appliquer, c'est comme les régimes cétogènes ou des trucs comme ça, il faut être tellement pointu et tellement juste que, que si on ne fait pas juste, eh ben, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc c'est comme un temps ils disaient le stretching c'était pas bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas le faire et puis qui briquaient plus que ce qui faisait du bien. Donc toutes ces théories un petit peu extrémistes, c'est compliqué. Puis la plupart des gens n'ont pas les capacités, puis n'ont pas la discipline pour les mettre en place. Ça veut dire que c'est pour ça que la plupart, 99% des cas, ils vont dans le mur, quoi. Donc c'est pour ça que c'est mieux dans les choses qui sont un peu régulières, qui vont un peu pour tout, qui sont pas trop contraignantes à mettre en place. Mais la théorie, elle est belle, quoi. Elle est juste. Et puis on peut pas aller contre. Là, on est en train de parler des chaussures. Il y a une question que je brûle d'envie de te poser, c'est les lames en carbone, c'est utile ou pas utile, d'après toi? Mais ça dépend de quel type de terrain, quoi. Mm. Je pense que sur du tout plat, sur des longues lignes droites toutes plates, et puis sur une plus longue, assez longue distance, oui, c'est utile. Parce que, en fin de compte, la lame carbone, euh, elle va aider quelqu'un qui a une mauvaise qualité de pied, qui n'arrive pas à faire la bascule, ou qui n'a pas une tonicité assez forte pour faire la bascule, ou bien ça va aider aussi parce qu'on fatigue moins vu que la chaussure fait la bascule pour toi. Moi, personnellement, sur du court, j'ai du mal à sentir la différence parce que j'ai une bonne qualité de pied et puis c'est trop court pour peut-être le sentir, quoi. Sur un marathon, j'ai jamais testé, mais je pense que sur un marathon, c'est valable, oui. Oui. Après, sur du court, pour monsieur tout le monde, ça peut. Mais bon, après, il faut qu'on être bien dans l'axe parce que le problème, c'est que ces chaussures carbone sont très hautes. Et puis celui qui est pas bien dans l'axe, il perd tellement à cause de la pronation que ce qu'il va gagner avec la lame, il va le perdre avec la stabilité, quoi. C'est aussi ça, effectivement, vouloir gommer nos imperfections en mettant une lame carbone qui, même si elle nous apporte 4%, entre la pronation et puis la posture et puis une technique qui n'est pas forcément efficiente, la chaussure, elle aura au pire un effet neutre. Ouais, ouais, un effet psychologique. Voilà. Ouais, Ouais. alors il y a aussi ce côté psychologique L'effet là, placebo. effectivement. Il y en a beaucoup, ça fait l'effet placebo. Puis si ça fait déjà un effet placebo, bah, c'est déjà bien, quoi. Mm. Mais on pouvait le faire aussi avec la petite chaussure de compétition comme on avait à l'époque, quoi. Ouais. Mais après, par contre, ce que je dirais sur la lame carbone, où il faut vraiment faire gaffe, c'est qu'il y en a qui la mettent pour l'entraînement. Ouais. Et là, le problème, c'est comme si on met une semelle orthopédique, le pied travaille moins et tout. Mm. Moi, je garderais vraiment ça comme outil, quoi. Ouais. Et puis comme outil, pas pour tout le monde, quoi. Clairement, Mm. c'est pas la portée de tout le monde, même si c'est vendu pour tout le monde. Oui. Puis c'est pas la première chaussure qu'on doit posséder. Ça sera peut-être la 3e ou 4e paire. C'est mieux déjà d'avoir 2 bonnes paires d'entraînement que d'avoir une paire carbone ou bien une paire d'entraînement et une paire carbone, quoi. Ça fait 20 ans que tu as ouvert Trilogy Sport. Comment c'était? Alors, il y a 20 ans, il n'y avait pas les Oxner, les Sporix, Decathlon n'était pas encore en Suisse, ou s'ils étaient là, c'était assez anecdotique. Comment est-ce que tu arrives à te positionner en tant qu'indépendant face à ce genre de marque-là? Qu'est-ce qui fait que les gens, finalement, ils viennent chez toi? Bah, chez nous, on existe encore, c'est que parce qu'on a le conseil, quoi. C'est que pour le conseil et le service. Mm. Après, bon, je dirais que nous, les Oxner ou les Decathlon, on n'est pas du tout, ils se battent plutôt entre eux ou ils se battent avec les magasins généralistes. Nous, les spécialistes, on n'est pas du tout sur la même chose. Et puis eux, ils sont plutôt, je dirais, c'est plus dur pour eux parce qu'ils se battent avec le prix. Et puis le problème, c'est que le prix, ils sont pas très bon marché non plus parce que souvent, des fois, peut-être il y a 20 francs de différence avec nous, à part s'il y a une action. Euh, mais par contre, alors avec Internet, ils sont pas compétitifs. Et puis entre Internet ou bien Oxner, il n'y a pas grande différence de service, quoi. Donc c'est plus là. Mais les gens qui viennent chez nous, ils viennent pour le service puis pour avoir quelque chose d'adapté. Donc
Et puis la course à pied, c'est un sport où on a besoin de conseils. Mhm. Après, moi, c'est clair que je suis pas contre Decathlon, hein. Peut-être même pour les enfants, je trouve que la qualité-prix, tout, c'est bien, quoi, quand ils grandissent. Mais après, quand on veut quand on sait ce qu'on veut, bah, ça va, même Oxner, tout, c'est bien, hein, tous ces magasins, ou même Mhm. Internet, hein. Mhm. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Et le problème, c'est que la course à pied, bah, il faut un peu plus de conseils. Et puis les produits changent, ou les modèles changent. Donc des fois, d'une année à l'autre, ils ne sont pas la même stabilité, ou les personnes changent. Donc c'est pour ça qu'en général, pour la course à pied, les gens, ils doivent quand même revenir toujours un peu filmer s'ils veulent être bien, avoir la chaussure adaptée, quoi. Donc c'est Mhm. pour ça que c'est un peu à cause de ça qu'on existe encore. Sinon, on n'existerait plus, quoi. Il y a le conseil et il y a un à côté que j'ai toujours trouvé curieux. Alors, il y a Oxner qui a commencé à le faire aussi. C'est le groupe de course à pied que tu as constitué. Alors, il y a un groupe WhatsApp où il y a bientôt une centaine de personnes, j'imagine, dessus. Alors, il n'y a pas tout le monde, il n'y a pas toujours Non. 100 personnes qui viennent dedans. Mais qu'est-ce que ça t'apporte c'est d'avoir justement ce groupe de course à pied où vous entraînez régulièrement? Bon, nous, quand on parle d'Oxner, c'est qu'ils nous ont copié, quoi, pour plein de choses aussi. Aussi Riffel, Sport Expert Riffel, ils sont venus un peu là. Ben, d'ailleurs, ils sont venus des fois au magasin regarder, hein, les responsables de Oxner dans le magasin, Mhm. pour voir un peu ce que je faisais, parce qu'ils aimeraient être spécialisés, mais après, ils n'ont pas forcément le temps ni le personnel pour pouvoir être spécialisés, et puis ils essaient de faire un peu comme nous. Bon, après, ça, c'est une parenthèse, mais euh, les groupes de course à pied, bah, c'est parce que moi, je suis passionné, et puis si je peux retransmettre un peu de ce que je sais, et puis c'est le plaisir d'être ensemble, et puis vu qu'on fait un sport qui est individuel, c'est sympa de pouvoir partager des moments aussi quand on court ensemble. Mhm. C'est surtout le partage et puis partager sa passion. Et puis ben, ça fait un lien avec le magasin aussi, Mhm. c'est sympa quoi. Mhm. C'est à quelle fréquence vous entraînez? Ben, officiellement, c'est lundi, jeudi et samedi. Puis après, ben, justement, si on a le groupe WhatsApp pour mettre encore quand on fait d'autres sorties. Quoi. Mhm. Donc celui qui est sur le groupe, il pourrait s'entraîner presque tous les jours. Quoi, Mhm. parce que moi, Ouais. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? ben, ça fait 28 ans que je m'entraîne 10 à 14 fois par semaine. Pour combien de kills à peu près? Bah, ça dépend là, ça dépend des fois. Par exemple, quand je faisais que de la course à pied pour préparer les 100 kills, l'année où j'ai fait le plus, j'ai fait 8000 kills en course à pied sur une année. Mais là, comme là, cette année, bah, vu que je fais un peu, je prépare mon défi à vélo, Mhm. bah, j'ai fait moitié vélo, moitié course à pied, quoi. Mhm. Et puis, au niveau de la gestion des blessures, enfin, c'est ma plus grande hantise parce que je me suis blessé plein de fois. Comment est-ce que tu as géré tes blessures dans ta carrière, si on peut appeler ça comme ça? Est-ce que tu t'es souvent blessé ou pas? Rarement. Oui. Parce que je fais énormément, mais je m'écoute aussi beaucoup. Mhm. Donc je fais toujours attention quand même à ma santé. J'ai jamais couru avec des anti-inflammatoires. Mhm. Je respecte quand même beaucoup de principes qui fait que bah, justement je fais attention à mes chaussures, je fais attention j'essaie d'être à l'écoute de mon corps, à ce que je ressens. Bah, je fais aussi pas mal de choses. Je vais à la cryo, chez Bionatus, je vais au massage, j'essaie aussi d'avoir un rythme de vie, une Mhm. nourriture, et c'est ça tout un ensemble, quoi. Mhm. Mais j'ai rarement été blessé, et puis quand j'étais blessé, ben, c'est clair qu'on essaie de réagir assez vite, parce qu'on voit que quand on peut pas courir ou quand on peut pas faire notre sport, ben, c'est pas rigolo, quoi. Donc, si on veut pas être blessé, ben, il faut être attentif. Il y a des choses qu'on doit faire, qu'on doit respecter, et puis si on respecte ça, ben, ça se passe bien, quoi. Mais c'est clair que dans la course à pied, il y a des choses qu'il faut respecter. Ben, c'est justement la première chose, c'est les chaussures, d'avoir le matériel adapté. Puis la deuxième chose, c'est d'aller progressif. Et puis d'aller régulièrement. C'est-à-dire, si on ne va pas comme pendant 2 semaines, il faudrait recommencer avec 20 minutes, pas recommencer avec 1 heure. Même si 1 heure, à l'époque, c'est facile à faire, quoi. Il y a des paramètres qu'on doit respecter. Et si on les respecte, ça se passe bien. Mais si on ne les respecte pas, on est remis tout de suite à l'ordre, quoi. Donc, C'est ces fameux paliers quand tu reviens après 3 semaines de vacances et puis tu fais le puis même 3 kilos. entraînement que tu as fait juste avant de partir en vacances et puis Non, tu te ça va blesses. pas. Bah, Ouais, c'est comme ouais, ça que je me suis fait ouais. mal l'année passée. Ouais, ou bien si par exemple tout d'un coup on fait une course où déjà l'effort il est un peu inhabituel, Mhm. et puis ben, on est euphorique parce qu'on a fait un bon truc, puis on enchaîne derrière, au lieu qu'il faudra récupérer un peu derrière. Il y a plein de choses comme ça, mais tout le monde fait les mêmes erreurs, hein. Mhm. Ou quand on commence, d'un coup on commence à aller bien, et puis on est un peu euphorique, puis on veut chaque fois battre le record sur notre parcours. Il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Tu m'as parlé tu m'as parlé des courses justement avec des personnes de différents niveaux. J'imagine que de temps en temps ça se tire comme un peu la bourre avec certaines personnes dans le groupe. Bon, on se tire la bourre quand on fait les séries, ça veut dire que ça, c'est normal, hein. Mhm. Et puis on attend chaque fois le dernier. Ouais. Après, ou des fois, c'est clair que c'est suivant le dimanche matin, quand on est l'hiver, puis on fait la longue sortie, suivant qui c'est qui est là, oui, et puis s'ils sont motivés, je vois qu'ils sont un petit peu, ils ont un peu des fourmis dans les jambes, puis ils sont d'accord d'accélérer, ben, c'est clair que des fois on finit un peu fort. Des fois ils finissent par terre sur le parking en arrivant, mais c'est bonheur, mais tout le monde est d'accord, quoi. Ouais. Et puis c'est quand il y a certaines personnes qui sont là et on Mhm. fait jamais, Ouais. on laisse jamais quelqu'un un plan ou bien Ouais.
On ne fait jamais souffrir volontairement quelqu'un, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié d'ailleurs. C'est pas, je suis pas revenu justement parce que je me suis senti pas bon, c'est pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que on se sent jamais laissé de côté quand on est dans le groupe, que ce soit du moins bon au meilleur. Ça, c'est vraiment chouette, quoi. Non, c'est important, il faut s'adapter, ouais, toujours au plus faible, quoi. Et le fait d'avoir des gens qui sont à meilleurs. Alors moi, je suis toujours couru avec des gens qui, enfin, vous avez tous un niveau qui est à des années-lumière du mien. Alors ça m'a toujours tiré en avant, mais moi qui suis débutant, ça m'a un peu desservi parce que justement, je voulais en faire trop vite. Ah, ça peut être possible, parce que des fois, si tu prends exemple sur cette personne, et c'est clair tu veux arrêter, tu t'aimerais peut-être courir comme lui, mais il y a plein d'étapes à faire. Et puis, Ouais, en le voyant, tu dis, mais j'aimerais arriver à ça. On veut toujours tout de suite. ouais, ouais. Et c'est clair qu'en voyant ça, on dit, bah, j'aimerais arriver à ça, mais Mhm. il faut du chemin et du temps, quoi. Ouais, Et ouais, c'est vrai que des fois, ça peut être une frustration. Ouais, ouais, clairement. ouais. Au niveau des défis, toi, tu es quelqu'un qui a relevé de nombreux défis, le Tour du Rwanda, enfin le Tour du Rwanda à vélo, les 100 kills de Bienne. Dans 5 jours, tu vas te lancer dans un défi qui est assez singulier, qui consiste à partir depuis Fribourg, donc, Oui, et rejoindre Marseille à vélo en en combien de temps? 24 heures. En 24 heures. Après, effectivement, on va partir de Belfaux, du Mhm, magasin, jusqu'à Cassis. mhm, Parce que Marseille, c'est un peu compliqué d'arriver, on arrive par la banlieue. mhm. Ça fait un peu plus long, mais ce sera plus joli. Donc, Ouais. on dit aux gens Fribourg-Marseille, comme ça leur parle, mais en fin de compte, de toute façon, ça sera un peu plus long, ça sera à peu près pareil. Mhm. Mais on fait Belfaux-Cassis. D'où t'es venue cette idée? Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais relier Fribourg-Marseille à vélo? Bon, ça fait une vingtaine d'années, j'ai aussi fait des 333, j'ai toujours fait du très long aussi à vélo. Mhm. Et puis ça fait une vingtaine d'années que j'ai ce projet en tête, mais que j'ai jamais pu le réaliser parce que ben, des fois j'ai des Ironman, des fois j'ai des 100 kills, il y a toujours eu quelque chose. Et puis là je me dis, il faut que je le fasse parce que si je veux le faire en 24 heures, avec les années, j'aurais pas assez de force pour aller le faire. Faire 600 kills, c'est pas un problème, mais le faire en 24 heures, il faut quand même avoir une certaine force dans les jambes. Donc je me suis dit, maintenant c'est le moment ou jamais. Et j'ai découvert, il y a un gars que j'ai discuté, qui est venu nous deux fois courir avec nous et que j'ai discuté avec. Et puis lui, il m'a dit, j'ai vu que c'est un gars qui pourrait être motivé, puis qui pourrait avoir la tête assez dure pour pouvoir faire ça. Alors Mhm. je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais proposer, puis lui a tout de suite croché. Et puis on s'est dit qu'on allait faire ça, quoi. Mhm. Et une fois que tu décides justement de faire ces 600 km en 24 heures, comment est-ce que tu te structures pour te préparer, que ce soit au niveau matériel, au niveau mental, au niveau nutrition, et puis aussi au niveau du travail? Ouais, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a aussi 4000 mètres de dénivelé positif, hein. Ça, faut pas les oublier sur les 600 kills, quoi. Voilà. Et puis le gros problème aussi, c'est les traversées de villes, hein, parce qu'on perd beaucoup de temps. Mhm. On a 4 grandes villes à traverser, donc ça, on va perdre pas mal de temps. Mais ouais, au niveau de structure, travail et tout ça, alors ben, c'est clair que c'est. Moi, comme pour les Ironman, que pour les 100 kills, j'ai bien fait une préparation sur en tout cas 10 mois, 8-10 mois, pour pouvoir. Bon, de toute façon, vu que je m'entraîne toujours 10 à 14 fois par semaine, j'ai toujours un certain volume qui permet de faire un peu tout. Mais là, c'est clair que j'ai axé un peu plus sur le vélo. En avril, on est descendu en 3 jours, puis remonté en 3 jours. Donc en 6 jours, on a fait 1200 kg et 12 500 mètres de dénivelé pour repérer le parcours. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire euh, un volume qui soit représentatif par rapport à ce qu'on va faire. Donc là, ces dernières années, je m'entraînais quoi, 10-12 heures par semaine. Et là, c'était plutôt, ces derniers temps, 15-20 heures. Donc on a dû pousser un peu plus de volume pour arriver presque au volume des 24 heures qu'on va faire. Mhm. Mais après, c'est clair que tout va compter. Là, moi, je vais prendre 2 vélos avec, je vais prendre 3 paires de roues, je prends tout à triple, je prends chaussures à triple, casque à double, tout à double ou à triple. La nutrition, je prends aussi, je pense que j'aurai à manger pour une semaine. Mhm. Mais il faut que j'ai plein de trucs différents parce que peut-être à un moment, j'aurai plus envie de sandwich, ou à un moment, j'aurai plus envie de cake, ou à un moment, j'aurai plus envie de compote. Mhm. Mais il faut que j'ai tout suffisamment parce que tout d'un coup, je veux plus de ça pendant plus longtemps. Il faut que je l'ai, quoi. Mhm. Je vais prendre aussi du coca, il faut prendre plein de. Parce que pendant 24 heures, on a des moments hauts, des moments bas, et puis on a des envies de ci ou des envies de ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis c'est aussi beaucoup mental. Donc il faut pouvoir combler à ces petites envies ou ces petits trucs pour que le mental puisse rester positif et puis aller de l'avant et finir, quoi. Ça fait une sacrée infrastructure, donc j'imagine qu'il y a quelqu'un qui va vous accompagner en voiture, une camionnette, comment ça se passe? Oui, ben on a Christophe et Grégoire, ben justement, qui courent aussi avec moi, puis qui sont signés au triathlon, hein, tout ça, Mhm. qui courent avec nous, j'aurais demandé, puis tout de suite ils ont dit oui, quoi. Mhm. Donc puis c'est des personnes de confiance, donc je me réjouis de pouvoir faire avec eux, je sais que je peux compter sur eux, Mhm. puis qu'ils vont tout faire pour que tout se passe bien, et puis vu qu'ils pratiquent, ils comprennent aussi ce qui va se passer, Mhm.
Pour eux, ça sera aussi une expérience parce qu'ils n'auront pas vu quelque chose de 24 heures. Moi, le premier aussi, parce que je maîtrise tous les efforts jusqu'à 10 heures, mais plus, j'ai jamais vraiment fait. Je me connais très très bien, mais après, voilà, tout peut arriver sur 24 heures. C'est quoi les difficultés que tu as anticipées sur le parcours? Alors, tu as parlé des villes, de la circulation du trafic, effectivement, il va falloir éviter les gens, mais au niveau du parcours, c'est quoi c'est où est-ce que tu penses que ça va être le plus compliqué? Bon, on va commencer par la nuit, Mhm. parce que on connaît assez bien, vu qu'on est sur Suisse. Mhm. Et puis après, ben, les difficultés, c'est surtout, je dirais, jusqu'à la Croix-Haute. La Croix-Haute, c'est à 1300 mètres d'altitude. Donc Grenoble, depuis Genève, ben, déjà même jusqu'à Genève, il y a encore deux, trois petites bosses, mais on a la bosse vers Sedan. Mais c'est surtout à partir de Genève, là, on commence à monter, et puis on fait des en haut, en bas. Là, ce sera plus compliqué. Après, une fois qu'on arrive à la Croix-Haute, on a 50 km qui descendent sur Sisteron. Après, on a un peu de plat, on arrive à peu près au Castellet, puis après, ça redescend encore vers Aubagne. Mais ouais, moi, bon, monter, vu que l'autre personne, elle a, il est un peu plus lourd que moi, donc c'est plus facile pour moi, donc je me repose en montée. Mhm. Donc pour moi, j'avais aimé les montées parce que c'est où je vais me détendre et puis me récupérer, Mhm. à l'inverse de lui, quoi. Et sur les plats, là, il faudra que je donne plus. Donc, Ouais. mais ouais, pour moi, les difficultés, c'est surtout la durée et puis comment on va réagir. Ce qui peut être difficile, c'est le vent. Mhm. Quand on est remonté, on a eu 120 km le vent de face. On a eu le Mistral. Alors là, on était debout sur les pédales à 20 à l'heure. Alors là, ça c'est compliqué, quoi. Par contre, si on a derrière, alors là, c'est pas aller vite, quoi. Mhm. Mais pour moi, ce qui me fait le plus peur ou que je maîtrise le moins, c'est surtout les automobilistes. Oui. Et on va prendre beaucoup de nationales parce qu'il y a des pistes cyclables, mais ça va pas assez vite. Ouais. On perd trop de temps parce qu'il faut vraiment quand même rouler en tout cas à 35 au plat pour pouvoir y arriver, pour pouvoir faire un 29, 30 de moyenne, Mhm. parce qu'il y a aussi des pauses, on doit prendre des pauses, pour pouvoir se changer, ou pour pouvoir aller aux toilettes, ou pour choper un sandwich. On va essayer de diminuer les pauses le minimum au maximum, mais on doit quand même en faire. Donc, mais le problème, c'est justement, ces nationales-là, ça circule tout le temps et ils n'ont pas de patience, ça veut dire qu'ils vous frôlent. Donc il faut être concentré tout le long. Mhm. Donc c'est plus fatigant que l'effort, la concentration qu'il faut avoir avec les automobilistes. Donc c'est ça qui est le plus compliqué. Et puis il y aura l'aspect aussi, c'est que là on arrive, il fait chaud. Donc je pense les heures à partir de 10 heures, quand on va descendre, on sera dans le sud déjà. De 10 heures à 7 heures le soir, là, moi pour finir, j'ai peut-être mal géré. On aurait dû partir plus tôt ici, plutôt vers les midi que vers les 7 heures. Moi, je pensais faire d'abord la nuit, mais en fin de compte, avec le chaud, on a peut-être prévu faire l'inverse. Mais bon, voilà quoi. Il faudra s'adapter et puis il faudra faire en sorte. Mais vu que peut-être c'est un peu plus de vent, on sera sur la fin, on verra, ça ira. Mais la chaleur et le vent, ça peut avoir à jouer un rôle aussi. Et vous avez prévu de nous faire suivre cette aventure sur des canaux spéciaux ou on saura à l'arrivée si vous avez réussi le challenge? Bon, on a un petit groupe WhatsApp avec deux, trois amis là, Oui. mais après, je sais pas s'il y a possibilité, s'ils arrivent, Christophe ou Grégoire, à faire partager ça pas via je sais pas quoi, moi je maîtrise pas trop ça. Mais s'ils savent le faire, peut-être oui, on pourrait faire partager ça, toute l'aventure en direct, quoi. Mm. Ça pourrait être sympa. Je sais qu'il y en a deux, trois qui aimeraient bien suivre. Donc si on trouve un moyen, ouais, pourquoi pas. Mm. Sinon, bah, c'est clair qu'il y aura, de toute façon, après, on va parler de ce qu'on a vécu Mhm. après l'aventure, quoi. Et vous avez prévu quoi comme canal pour débriefer? Bon, il y a déjà les journaux, là, hier j'ai eu La Broye, et puis là, j'ai La Liberté. Mhm. Peut-être Radio Fribourg, on verra, mais voilà, ouais, c'est un peu. Après, ben, peut-être, je sais pas, toi. Moi, je vous tends le micro Ouais, avec grand plaisir. ouais. Donc, on verra, quoi. Ceux qui veulent qu'on raconte notre histoire, on la racontera avec plaisir, quoi. Je veux que vous racontiez votre histoire. Je pense qu'il y aura pas mal d'anecdotes, quoi. Parce que Ouais, sur 24 heures, il n'y a pas tout qui est tout rose, il n'y a pas tout qui est. Des moments, il y a des moments durs, il y a des moments. D'ailleurs, j'aurais déjà prévenu à Christophe et puis à Grégoire que peut-être si tout d'un coup je viens nerveux ou c'est quelque chose, parce que des fois on devient avec la fatigue, avec tout, s'il y a un petit truc qui va pas, mais eux ils feront tellement bien les choses, je pense qu'il n'y aura aucun énervement. Hein. Mais c'est toujours, c'est un peu comme quand une femme elle a un accouchement, des fois elle gueule ou comme ça, c'est parce que c'est même pas qu'elle veut être méchante ou comme ça, c'est que des fois il y a des moments qui deviennent compliqués, puis on a une frustration parce qu'on voit que ça va pas comme on veut, ou on passe par tous les états d'âme. Donc, bon, moi, ça, c'est des choses que je maîtrise déjà, puis que j'ai l'habitude, donc j'arrive à rester calme. Et puis, l'autre personne qui est avec moi, c'est aussi quelqu'un de très calme et puis très posé. Donc, on va être sage. Mais je leur ai dit, si tout d'un coup je viens nerveux, il faut pas vous inquiéter. Et ils le savent aussi, et puis eux, ils le connaissent, et puis ils ont déjà vécu ces moments-là, donc ils n'en tiendront pas à rigueur. Et puis, s'il faut leur payer une bière à la fin, c'est pas un problème. Ça ira, clairement. Et puis, après cet immense défi, j'imagine que tu vas
t'accorder quand même une petite pause, déjà pour digérer et pour me raconter comment ça s'est passé quand même. Mais cet été, c'est quoi tes actualités? T'as prévu de participer à des compétitions ou comment va s'articuler ton automne? Bon, après, c'est qu'il faudra récupérer. Là, je suis en train de faire la Freerun Cup. Moi, j'ai déjà fait 5 manches. Il en faut 6 pour être classé, donc je n'ai plus qu'une à faire. Donc, je vais faire la Freerun Cup, la suite de la Freerun Cup. Et puis après, ce sera le groupe E-Tour, comme tout le temps depuis le début. J'ai fait toutes les étapes depuis le début. Après le Mora Fribourg et puis les courses en ville. Après, vu que j'ai fait un peu de long, j'aimerais bien reprendre la vitesse à pied. Donc, ce sera surtout après basé sur la course à pied et puis reprendre un peu de vitesse à pied. Donc, on se reverra, j'espère, avec le groupe de course à pied, mais en tout cas dans les courses. Avec plaisir, ouais, c'est sûr ça. Excellent. Je te souhaite un très bon défi et puis Merci. Je me réjouis vraiment de pouvoir voir si on arrive à suivre et puis que tu me racontes comment c'était. Tout de bon. C'est gentil, merci. À très bientôt, David. À bientôt. Ciao. Allez, bonne journée, Toto. Au moment où vous écouterez cet épisode, David et Julien auront terminé leur défi. Et si vous vous demandez s'ils ont réussi à atteindre leur objectif, c'est un grand oui. Bravo à eux et à l'équipe qui les a suivis pendant cette formidable épopée. Nous aurons l'occasion de débriefer lors d'un épisode de cette aventure avec les protagonistes. Abonnez-vous au podcast pour être informé de la publication de l'épisode.